En ce moment même, il y a de fortes chances pour que quelqu'un, quelque part, soit complètement coincé dans un embouteillage interminable. Oh ouais, le classique. Ou dans les transports bondés. C'est ça. Ou alors, cette personne est juste en train de fixer son écran d'ordinateur, submergé par des centaines d'emails soi-disant urgents, avec au final une seule et unique idée en tête. Tout plaqué. Exactement, tout plaqué. Ce fantasme absolu de prendre son téléphone, de le jeter par la fenêtre et de laisser cette routine écrasante derrière soi. Bah, c'est pour aller s'isoler dans une cabane au fond de la forêt en général. Oui, c'est presque un réflexe de survie mentale aujourd'hui, l'attrait pur et simple de l'évasion. Avec, tu sais, cette promesse d'une liberté totale, loin du bruit, des notifications et de toutes ces exigences de la vie moderne. C'est une image qui est incroyablement séduisante, hein, et elle est vraiment omniprésente. Ce désir, il est profondément ancré dans notre psychologie humaine. C'est vraiment ce besoin instinctif d'appuyer sur le bouton redémarrer, quoi. De se réinventer loin du regard constant de la société. On nourrit tous un peu cette illusion que la nature sauvage, ça offre une sorte de sanctuaire vierge. Une page blanche. Ouais, une page blanche où on pourrait enfin respirer et juste être soi-même, sans avoir à constamment performer. Sauf que, bien sûr, entre la carte postale mentale qu'on a tous, très souvent magnifiée par les réseaux sociaux d'ailleurs, et la réalité physique sur le terrain... Oh, il y a un monde. Oui. Voilà. Notre mission, c'est de confronter ce fantasme romantique de l'exode sauvage à sa réalité la plus concrète. On va observer ceux qui choisissent de fuir, par choix philosophique ou artistique, mais aussi, et c'est vraiment crucial, on va parler de ceux qui sont contraints par la brutalité du système. Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. Si on commence par ceux qui font le grand saut volontairement, à quoi ça ressemble réellement le quotidien quand on a enfin trouvé cette fameuse cabane isolée ? Pour le comprendre véritablement, il faut se tourner vers le nord extrême. Les documents qu'on a étudiés nous emmènent directement à Nixund. C'est un minuscule village situé à la pointe d'un archipel en Norvège. Très au nord, du coup. Ah oui, bien au-delà du cercle polaire. C'est un endroit qui semble littéralement avoir été oublié par la carte du monde. Seulement 20 personnes y vivent à l'année. 20 personnes, c'est fou. Ouais, la première grande ville est à près de 3 heures de route et pour y accéder, il faut emprunter une piste en terre vertigineuse qui serpente à travers un paysage hyper accidenté, balayé par les vents en permanence. Et c'est exactement là qu'on découvre l'histoire de Karolina. Elle a débarqué dans ce village en 2016. À l'origine, elle vient de Pologne, où elle faisait des études d'art. Et ce qui l'a poussée à fuir de manière aussi radicale, c'est un sentiment d'étouffement viscéral. Face aux normes conservatrices de son environnement, c'est ça. Exactement. Les sources décrivent très bien cette pression sociale que beaucoup de gens ressentent, je pense. L'idée terrifiante qu'il faut absolument cocher toutes les cases de la réussite dans un ordre bien précis. La pression du parcours parfait. Voilà. Pour Karolina, ça se traduisait par la certitude absolue que si elle n'obtenait pas son master universitaire avant l'âge de 25 ans, sa vie entière serait un échec total et le monde s'écroulerait. C'est une angoisse paralysante. Et sa rébellion à elle a pris une forme très abrupte. Dans une sorte de pulsion un peu désespérée pour reprendre le contrôle de sa vie, elle a tout simplement décidé de ne pas se présenter à ses examens finaux. Et la grande révélation pour elle, ça a été de constater que le monde ne s'est pas effondré. C'est ça. Elle a réalisé que, tu sais, dans une métropole, l'individu a vraiment tendance à calquer son comportement sur la masse, par pur mimétisme. Partir pour Nixund, pour elle, c'était arracher cette camisole de force sociale pour s'inventer une vie autodéterminée. Mais attention, il faut le préciser, cette vie n'a rien du repos idyllique qu'on pourrait s'imaginer. Pour manger et pour payer ses factures, elle doit travailler sur un bateau de pêche. Dans des conditions arctiques en plus. Ouais, d'une rudesse inimaginable. Mais ce qui est captivant dans son témoignage, c'est la façon dont cette brutalité physique nourrit directement son processus créatif. Elle ne peint pas des jolis paysages apaisants ou des fleurs, tu vois ? Non, c'est beaucoup plus sombre. Carrément, elle utilise une technique fascinante avec de la cire liquide. Imagine un peu la scène. Dans un atelier glacial, elle fait fondre de la cire et elle l'applique couche par couche. Un peu comme la technique du batik, mais sur des supports super rugueux, comme du bois usé par la mer ou des métaux rouillés. Ça a l'air incroyable. Ça l'est. Et elle capture des scènes météorologiques d'une violence inouïe. Parfois, il y a des tempêtes tellement puissantes qui s'abattent sur Nixund qu'elles soulèvent des rochers énormes, genre depuis le fond d'océan, et elles les fracassent littéralement contre la digue du village. Attends, la tempête soulève des rochers ? Ouais. On parle de jours entiers où il est impossible de mettre le nez dehors sans risquer sa vie. C'est un environnement qui impose le respect, ça c'est sûr, et une certaine humilité.
Mais Carolina y trouve une magie esthétique rare. Elle décrit notamment dans les documents un phénomène optique incroyable qui se produit lors des levées de soleil, à travers ce brouillard arctique qui est très dense. Ah oui, j'ai lu ça, c'est fou. La lumière du soleil, en fait, au lieu de dissiper le brouillard et d'éclaircir les formes, elle est complètement absorbée par lui. Et ça crée une inversion totale de l'ombre et de la lumière. Le village devient une sorte d'entité fantomatique, presque irréelle. C'est magnifique comme image. C'est une métaphore parfaite de l'isolement en soi, je trouve. On s'enfuit en espérant y voir plus clair dans sa vie, mais ce nouvel environnement change complètement notre perception de la réalité, et souvent de manière très déroutante. Et au-delà de la poésie de ce brouillard, il y a la logistique pure et dure du quotidien. C'est là que le travail de Brice Portolano entre en jeu. C'est l'auteur et photographe qui est cité dans nos sources. Oui, il a fait un travail remarquable. Il a passé 5 ans à documenter la vie de ces marginaux qui prennent des nouveaux départs radicaux allant de la Mongolie jusqu'à l'Alaska. Il a vécu avec eux, sans Internet, sans réseau, et son constat, il détruit complètement le mythe. S'isoler, c'est un travail à temps plein. C'est net. Il donne un exemple précis qui m'a vraiment laissé sans voix. Dans l'une des cabanes où il a séjourné, il fallait 1h30 juste pour chauffer 15 litres d'eau sur un poêle à bois. Ah oui. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est exactement le genre de détail qui remet les idées en place. Mais attends, 1h30 ? Juste pour avoir un peu d'eau chaude pour se laver ou se faire un café le matin, on a tellement l'habitude de tourner un robinet que ça paraît totalement absurde. C'est le rappel brutal de notre dépendance totale aux infrastructures modernes qui sont invisibles pour nous au quotidien. La vie dite sauvage, elle exige un labeur physique quotidien et surtout ininterrompu. Il faut couper du bois, le fendre, le stocker. Aller chercher de l'eau. Ouais, aller chercher de l'eau à la rivière en plein hiver, casser la glace, entretenir le feu en permanence. Portolano souligne de manière très pragmatique qu'à partir d'un certain âge, ou même en cas de blessure mineure, ce mode de vie devient instantanément impossible. T'as une entorse, c'est fini quoi. Exactement. La survie repose entièrement sur ta force physique de l'instant. C'est une excellente façon de voir les choses. On pourrait comparer la vie moderne à un tapis roulant de salle de sport qui serait réglé sur une vitesse beaucoup trop rapide. C'est épuisant, c'est stressant, on a l'impression qu'on va tomber à chaque seconde. C'est une bonne analogie. Alors, sauter de ce tapis, ça semble être la seule délivrance possible. Mais ce que révèlent ces documents, c'est que la nature sauvage, c'est comme troquer ce tapis roulant contre l'ascension d'une montagne super escarpée, sans corde et sans chaussures adaptées. On ne supprime pas l'épuisement. On change juste sa nature. Voilà, on change radicalement la nature de cet épuisement. Au lieu de l'épuisement mental lié aux emails, c'est l'épuisement physique de la hache. Ouais. Et le paradoxe fondamental que Portolano met en lumière concernant cette quête, c'est que cette réflexion sur le rejet de la société moderne et ce besoin de se reconnecter à la Terre, c'est, au fond, une préoccupation de personnes extrêmement privilégiées. C'est vrai. C'est dur à entendre, mais c'est vrai. Pour pouvoir rejeter philosophiquement la société de consommation, il faut déjà posséder un filet de sécurité. Il faut un certain capital culturel, un toit mental solide et surtout un fonds de sécurité financière pour subvenir à ses besoins au moindre pépin. C'est un choix esthétique qui nécessite des ressources que la majeure partie de la population mondiale n'a tout simplement pas. Et si cette survie dans la nature sauvage est si épuisante, si elle demande autant de ressources et d'efforts physiques continus, la question, c'est de savoir comment ces personnes font pour ne pas craquer et retourner en ville après le premier hiver, non ? Comment ils s'établissent durablement ? C'est toute la question de l'architecture de leur nouvelle vie, au sens propre comme au figuré. Et pour ça, nos documents nous ramènent encore à Nyksund, avec l'histoire assez folle de Semyon Garlit. Ah oui, l'allemand. Oui, Semyon est un cas d'école. Il est arrivé de Düsseldorf, en Allemagne, il y a près de 30 ans. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer le Nyksund de l'époque. C'était une authentique ville fantôme. Une ruine, en gros. Totalement. Au début du XXe siècle, c'était un port très florissant, de 1000 habitants, avec des commerces, une école, tout ça. Mais quand les bateaux à moteur sont devenus trop imposants pour le chenal très étroit, toute l'industrie de la pêche a déménagé ailleurs. Et tout le monde est parti. Et lui, il arrive là-dedans. Quand Semyon a débarqué, il n'y avait plus que des ruines battues par les vents, des maisons sans fenêtres ni portes. Il faisait partie d'une vague de nouveaux arrivants, tu sais, des rêveurs utopistes, avec cette grande ambition de restaurer ces vestiges. Sauf que ces illusions étaient d'une naïveté monumentale.
Il l'avoue lui-même dans les sources que son plan d'affaires initial était d'une simplicité ridicule. C'était quoi son plan déjà? En gros, il pensait construire sa petite maison avec des bouts de bois de récupération trouvés sur la plage, accueillir peut-être 3 touristes par jour pendant les courts mois d'été pour s'acheter un peu de nourriture, et passer tout le reste de l'année, donc l'immense hiver arctique, à se reposer au coin de son feu. Le rêve absolu de l'autosuffisance en solitaire, quoi. C'est beau sur le papier. Mais la réalité rattrape toujours l'utopie. Même au-delà du cercle polaire, les lois de la physique et de l'économie s'appliquent toujours. Bah oui. Les matériaux de construction coûtent cher, l'isolation thermique dans ces régions, ça demande une technicité de pointe. Il a super vite réalisé qu'il y avait des obligations incompressibles. Des crédits bancaires à rembourser pour payer les matériaux, des factures d'électricité faramineuses pour survivre à la nuit polaire. Et la conséquence de tout ça, c'est que pour ne pas faire faillite et tout perdre, cette petite communauté de marginaux a dû se structurer. Ils ont dû développer un tourisme à grande échelle. Aujourd'hui, on trouve à Nixund des restaurants, des galeries d'art et même des excursions organisées pour aller observer les baleines. Sémieux lui-même gère une maison d'hôtes très florissante. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui. Est-ce que c'est une contradiction tellement flagrante? Est-ce que ce n'est pas le comble de l'hypocrisie? On a affaire à des pionniers qui fuient la société de consommation, le stress de la performance, les pressions du capitalisme moderne pour aller s'isoler dans l'Arctique. Et finalement, pour réussir à payer les factures de leur cabane d'ermite, ils sont obligés de recréer de toutes pièces une micro-société capitaliste basée sur les services et le tourisme. C'est vrai que, vu comme ça... Et ils finissent par monétiser et vendre l'expérience de leur propre isolement à des cadres stressés venus du monde entier. C'est dingue. C'est une ironie puissante, oui. Mais les sources montrent surtout que c'est la preuve que le mythe de l'individu solitaire qui s'extrait totalement du monde, c'est une chimère absolue. Sémian l'explique très bien. La toute première génération de décrocheurs à Nixund cherchait réellement cet isolement total. Chacun dans son coin. Voilà. Chaque arrivant voulait son propre périmètre, son territoire inviolable. Et très vite, l'île entière n'y suffisait plus, ce qui a créé des tensions énormes entre eux. Forcément. Pour survivre face à l'hostilité du climat et de l'économie, ils ont dû abdiquer une part de leur indépendance féroce. Il a fallu recréer du lien social, faire confiance à son voisin pour rebâtir une charpente ou déblayer des mètres de neige. Ce qui reste aujourd'hui à Nixund, les sources insistent là-dessus, ce ne sont pas des misanthropes qui fuient l'humanité. Ce sont des personnes qui sont prêtes à s'investir très lourdement dans une communauté interdépendante. Cette tension entre le besoin d'indépendance radicale et la nécessité vitale de la communauté, c'est marrant, mais on la retrouve aussi en plein cœur de nos villes modernes, à travers le mouvement des tiny houses, tu sais, ces micro-maisons. Tout à fait. Nos documents se penchent sur le travail fascinant de l'architecte berlinois Van Bo Lemenzel. Bien avant de concevoir des maisons, ce gars a commencé par le mobilier. Il a créé des plans gratuits pour des meubles à construire soi-même, qu'il a nommés Hartz IV. C'est une référence directe à la très controversée loi allemande sur les allocations chômage. L'idée derrière ces meubles, elle est profondément politique selon les textes. Il ne s'agit pas juste de faire du bricolage du dimanche dans son garage, c'est une démarche d'autonomisation. Le do-it-yourself poussé à l'extrême en fait, pour s'émanciper des chaînes de la société de consommation. C'est hyper intéressant comme démarche. Menzel postule que lorsque l'on prend une scie, que l'on coupe soi-même son propre bois et que l'on décide soi-même de la forme, de la taille et de la solidité de sa propre chaise, on cesse de subir les diktats du marché. On n'est plus un simple consommateur passif, on redevient le créateur actif de son environnement. C'est redonner du pouvoir aux gens par le travail manuel. Et très logiquement, de la chaise, il a étendu ce concept à l'habitat tout entier. C'est là qu'il a conçu des modèles de tiny house, comme le fameux modèle Tito. C'est une maison entière qui tient sur 14 mètres carrés. 14 mètres carrés, c'est la taille d'une chambre étudiante. Et encore. Et c'est un véritable exploit d'ingénierie spatiale. Parce que sur cette surface minuscule, comment on fait rentrer une vie entière ? Eh bien, il a absolument tout condensé. Il y a une vraie cuisine, une douche fonctionnelle, des toilettes, un espace de sommeil. Mais surtout, c'est pensé pour être complètement modulable. Modulable comment ? Les unités peuvent s'accoler les unes aux autres, un peu comme des blocs de construction géants, tu vois ? Ça permet d'agrandir l'espace si une famille s'agrandit ou si une petite communauté se forme. C'est ingénieux. Mais ce que l'analyse des sources révèle de vraiment frappant, c'est qu'au sein même de ce mouvement des tiny houses, qui semble si uniforme et mignon de l'extérieur, il y a une fracture idéologique béante. Ah oui, le grand clivage. D'un côté du spectre, on trouve une frange très survivaliste. Leur obsession absolue, c'est l'autarcie. Eux,
Ils conçoivent la micro-maison comme une sorte de bunker écologique. Le petit fortin personnel. Exactement. Leur but, c'est de se déconnecter complètement des réseaux publics, produire 100% de leur électricité avec des panneaux solaires de pointe, filtrer leur propre eau de pluie, gérer leurs propres déchets. C'est vraiment une mentalité de forteresse. L'idée très ancrée qu'il faut se préparer à un effondrement imminent de la société et surtout ne dépendre de personne. Oui, c'est presque une forme de paranoïa institutionnalisée à ce niveau. Mais de l'autre côté, il y a la vision défendue par des gens comme le Menzel, justement, qui est totalement à l'opposé. C'est une vision sociétale. Il explique que pour qu'une grande société humaine puisse fonctionner, surtout face aux crises, elle a impérativement besoin de tous ses membres. Si les individus les plus conscients, les plus résilients ou les plus impliqués dans l'écologie décident de faire sécession, De s'enfermer dans leur micro-maison parfaitement autonome. voilà, s'ils tournent le dos au reste du monde, c'est un désastre collectif. Parce qu'ils privent la communauté globale de forces vives qui sont essentielles. Une société robuste, elle a besoin de la friction, du débat et de l'énergie de toutes les têtes et de toutes les mains. Se replier sur son autosuffisance, selon lui, c'est finalement une forme d'abandon en race campagne. Et ce concept d'abandon, ça nous amène inévitablement à examiner l'envers du décor. Parce que jusqu'à présent, toutes les situations dont on a discuté découlent d'un choix délibéré. Oui, ce sont des choix de vie. Partir affronter les tempêtes norvégiennes pour réveiller son art, scier du bois pour rejeter le consumérisme, construire une tiny house pour être autonome, tout ça ce sont des actes de rébellion qui, malgré leurs difficultés extrêmes, conservent une aura profondément romantique et gratifiante. Tout à fait. Mais l'équation change de manière dramatique quand cette réduction extrême de l'espace de vie ou cette exclusion de la société, ça n'est plus du tout un choix philosophique, mais une chute brutale et vertigineuse hors du système. Et c'est là que l'illusion romantique de la cabane isolée se fracasse contre le béton de la ville. Les documents abordent une autre réalisation de l'architecte von Bohm et Menzel, ce qu'il a appelé l'hôtel d'urgence ou parfois la charité sur 4 roues. Ça, c'est glaçant comme concept. C'est très dur, oui. Là, on ne parle plus du tout d'émancipation ou de design d'intérieur astucieux et cool. C'est une structure mobile hyper basique posée directement dans la rue. Et à l'intérieur, il y a uniquement une petite couchette rabattable de 1,80 m de long. Rien de plus. Juste un lit dans une boîte, en fait. C'est ça. Le but n'est pas de bien y vivre. L'unique fonction de cette boîte, c'est d'empêcher littéralement des êtres humains sans abri de mourir de froid sur les trottoirs pendant l'hiver allemand. L'architecte lui-même refuse complètement de l'idéaliser. Dans les interviews, il décrit ça comme un pansement de fortune, un simple analgésique d'urgence qui ne soigne en rien la maladie profonde de la pauvreté. Et pour regarder cette marginalité subie bien en face, les sources s'appuient longuement sur le travail photographique de Deborah Rupert. Ça fait plus de 15 ans qu'elle documente la vie des sans-abri. Et sa méthode est vraiment cruciale à souligner. Elle est très respectueuse. Oui, elle ne vole pas d'images au téléobjectif de l'autre côté de la rue pour capturer la misère. Elle s'assoit, elle partage du temps avec eux, elle les écoute. Elle explique que la rue a cet effet terrifiant de dissoudre tous les masques sociaux. Quand la survie est en jeu, il n'y a plus de place pour les apparences. C'est exactement ça. Quand quelqu'un a tout perdu, quand il touche le fond absolu du système, il n'y a plus la moindre énergie pour prétendre quoi que ce soit. Et c'est cette humanité brute, complètement dépouillée qu'elle tente de capter, sans jamais sombrer dans le voyeurisme, ce qui est un équilibre très difficile. C'est d'ailleurs dans ce contexte précis que les sources relatent l'histoire de Lexi, une histoire profondément bouleversante. Les parcours de Lexi illustrent à quelle vitesse la chute peut survenir. C'est une femme éduquée, qui a fait des études supérieures, mais qui s'est retrouvée prise au piège d'une relation avec un partenaire extrêmement violent. Un jour, juste pour sauver sa propre vie, elle n'a d'autre choix que de fuir en urgence. Elle prend sa voiture et ses chiens, des bergers allemands, qui sont son seul véritable réconfort. Ses seuls compagnons dans cette fuite. Dans son esprit, sur le moment, elle pense juste se cacher dans la forêt environnante pour 1 ou 2 jours, le temps que les choses se tassent et trouver une solution de repli. Mais c'est là que la réalité sociétale la percute de plein fouet. Lorsqu'elle cherche un appartement, elle se heurte à un mur de béton armé. Aucun propriétaire ne veut d'elle. Aucun. Personne ne veut prendre le risque de louer à une femme actuellement au chômage, qui fuit des violences conjugales et qui est accompagnée de grands chiens. C'est le rejet total. Et ces quelques jours d'urgence qu'elle avait imaginés, ils se transforment en une peine de 6 mois. 6 mois entiers à vivre recluse dans une voiture stationnée au milieu d'une forêt. Les documents plongent vraiment dans les détails de ce cauchemar quotidien. C'est glaçant à lire.
L'impossibilité de s'allonger complètement pour dormir, le froid mordant de la nuit qui s'infiltre par les vitres, puis la chaleur étouffante dès que le soleil tape sur la tôle le matin. Et c'est là que le contraste de nos documents est le plus frappant. Rappelons-nous de Carolina en Norvège, tout à l'heure, pour qui la nature extrême était une muse, une source d'inspiration artistique. Pour Lexi, isolée dans sa voiture, la forêt devient un décor de film d'horreur. Ouais, l'angoisse permanente. Les bruits de la nuit ne sont pas poétiques du tout, ils sont des menaces constantes. La forêt n'est plus un sanctuaire apaisant, c'est devenu une prison sans barreaux. Le bilan psychologique décrit dans le texte est dévastateur. Elle se coupe de tous ses amis par honte, elle sombre dans une profonde dépression. Elle est devenue invisible pour la société, littéralement effacée de la carte. Cela soulève une question importante, qui est d'ailleurs formulée très clairement par Lexi elle-même dans les entretiens. C'est la question de la responsabilité écrasante du système dans lequel on évolue tous. Elle dresse une critique implacable de notre culte de la performance. Les documents rapportent cette idée que dans notre modèle actuel, un être humain semble dépouillé de toute valeur intrinsèque s'il ne produit rien d'économique. S'il n'est pas rentable. S'il n'a pas de contrat de travail et pas d'adresse fixe. C'est un système purement binaire. On est un citoyen respectable si on performe, et on devient un rebut encombrant qu'on cache dès que l'on trébuche. Et ça met en lumière un double standard absolument vertigineux de notre société. Prenons la même action. Vivre dans un espace réduit au milieu des bois. Si un jeune cadre décide de tout plaquer, qu'il s'achète un van aménagé hors de prix, qu'il installe un panneau solaire sur le toit et qu'il va s'isoler dans la forêt pour devenir nomade numérique ou, faire de la poterie, la société entière l'applaudit. On en fait des magazines, oui. La fameuse van life. C'est ça. On le qualifie d'esprit libre, de visionnaire, on fait des reportages super glorifiants sur son mode de vie minimaliste génial. Mais si une femme comme Lexi, pour fuir des violences graves, se retrouve forcée de dormir dans sa vieille voiture, exactement au même endroit dans la forêt, la société détourne le regard avec gêne, voire avec dégoût. C'est terrible. On considère ça comme une défaillance morale personnelle, un échec pitoyable. L'acte physique est rigoureusement identique. Mais le filtre à travers lequel la société le juge change absolument tout. C'est le nœud du problème, tu as raison. D'ailleurs, la photographe Deborah Rupert rapporte un point crucial concernant ces personnes jetées à la rue. Beaucoup d'entre elles, après avoir survécu à cette marginalisation extrême, n'ont absolument plus aucune envie de réintégrer le système classique. Vraiment. Elles ne veulent pas rentrer dans le rang. Non, elles ont vu l'envers du décor. Et elles ne veulent plus retourner courir dans la roue de hamster d'une société qui les a si facilement broyées à la première erreur. Leur désir profond, ce n'est pas de retrouver un emploi stressant à plein temps pour payer des crédits à la consommation. Ce qu'elles cherchent désespérément, c'est simplement de la sécurité, un foyer stable, de la chaleur humaine, le droit d'exister sans avoir à prouver sa rentabilité en permanence. À ce sujet, Histoire de Lexi contient un moment d'une lumière assez inattendue. Après des mois de survie dans le froid, un dimanche de novembre très sombre, un homme s'approche d'elle alors qu'elle est enfermée dans sa voiture. Son premier réflexe, évidemment conditionné par la violence passée, c'est la terreur. Elle s'attend à être chassée par la police ou agressée. On l'imagine bien, oui. Mais l'homme, avec beaucoup de douceur, lui explique que lui et sa femme l'ont remarqué depuis des semaines. Ils ont vu sa détresse. Il l'écoute un instant et il lui tend simplement un billet de 5 € en lui disant d'aller se mettre au chaud à la station-service d'à côté et de s'acheter un bon chocolat chaud. C'est un petit geste, mais... Mais Lexi décrit ce geste minuscule comme un véritable séisme émotionnel. Ce n'est pas du tout la valeur de l'argent, c'est le fait qu'un être humain l'ait regardé dans les yeux, qu'il l'ait reconnu comme une personne digne d'empathie et non comme un simple problème de voirie. Ces 5 € pour un chocolat chaud, c'est l'étincelle qui l'a reconnecté à l'humanité. Et c'est la preuve ultime que le lien humain, même le plus ténu, reste notre seule véritable ligne de vie. Face à la rudesse de l'isolement, c'est ça qui nous sauve. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Si on prend le temps de regarder l'ensemble de ces témoignages et de ces parcours si différents, l'idée principale qui émerge, c'est que ce fantasme de la fuite solitaire, tel qu'il est magnifié par les publicités ou la culture populaire, c'est une construction largement trompeuse. Très trompeuse, oui. S'isoler géographiquement au milieu des arbres, c'est s'exposer à une réalité physique d'une exigence folle. Et le plus grand piège, c'est de croire qu'en changeant simplement de code postal, on efface magiquement tous ces problèmes systémiques ou psychologiques.
On ne fait que les échanger contre de nouveaux défis, qui sont souvent beaucoup plus primaires et brutaux, comme l'obsession de ne pas mourir de froid pendant la nuée, tout simplement. Si on relie ça à la situation globale, la conclusion majeure que l'on peut tirer de toutes ces sources, c'est qu'il est techniquement possible de faire sécession. On l'a vu, on peut partir pêcher dans la tempête en Norvège, on peut construire une micro-maison sur un lopin de terre, ou même très tragiquement se retrouver abandonné dans une voiture. Le départ est possible. Mais ce qui compte fondamentalement pour la survie physique et mentale, ce n'est pas l'acte de fuir. C'est quoi alors C'est la structure du lieu où l'on atterrit. Que ce soit une bande de 20 utopistes qui s'entraident pour rebâtir un village fantôme sous la neige, ou un système urbain glacial qui ignore une femme terrifiée dans la forêt, l'isolement total est toujours une impasse. C'est toujours la qualité de nos liens avec les autres qui détermine notre survie. Ce qui nous ramène inévitablement à cette image du début, le tapis roulant qui va trop vite. Cette envie viscérale de tout plaquer qui nous prend parfois en pleine journée de travail. On dépense tellement d'énergie mentale à rêver de cette cabane imaginaire au fond des bois, comme si c'était l'ultime remède miracle. Alors que ce n'est qu'un symptôme. Exactement. Et si ce désir frénétique de s'enfuir loin de tout n'était en fin de compte que le symptôme alarmant d'une société profondément dysfonctionnelle, un système qui exige une performance sans aucune faille et qui ne tolère plus la moindre fragilité, le moindre ralentissement de notre part. C'est une réflexion très forte. Au lieu d'applaudir les quelques privilégiés qui ont les moyens financiers et culturels de s'acheter cette fuite esthétique, et au lieu de détourner lâchement le regard de ceux que ce même système expulse violemment dans la rue, on devrait peut-être investir notre énergie autrement. Ne serait-il pas temps d'arrêter de chercher le manuel d'instruction idéal pour fuir vers une cabane isolée? La vraie urgence, ce n'est pas de s'évader, c'est de se demander comment on peut redessiner collectivement notre environnement quotidien. Nos villes, nos espaces de travail, notre filet social, pour que plus personne, que ce soit l'artiste étouffé par la norme, le travailleur au bord du gouffre ou la victime en quête de refuge, ne ressente un jour le besoin désespéré de disparaître. C'est une réflexion qui mérite largement d'occuper notre esprit bien au-delà de cette analyse.